Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans l'invité du direct avec Hassan Khlifati, président directeur général de Allianz Assurance, partenaire au long cours de cet espace qu'on a le plaisir d'accueillir à chaque fois dans le plateau de Radio M. Marhaba bik Hassan. Bonjour chers auditeurs, bonjour Al-Qadi, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Alors là, on avait évoqué il y a 4 ou 5 mois la nouvelle loi sur l'investissement, le code des investissements. Vous aviez donné votre point de vue, notamment les points positifs et les progrès. Il y a les décrets d'application qui sont sortis. Je vous propose de démarrer cet entretien sur cet aspect-là. Le climat des affaires va-t-il changer à la faveur de cette loi et ces décrets d'application? On aura aussi à évoquer les autres sources de blocage et d'enjeux qui ont été largement abordés dans la conférence président de la République Ouali. Pour commencer, les textes d'application, est-ce qu'ils sont au niveau des attentes? Bien sûr, aujourd'hui, ce qui est très positif, c'est que pour la première fois depuis longtemps, qu'on ait une loi avec sa batterie de textes d'application qui sont sortis très très rapidement pour mettre un petit peu en perspective l'application de cette loi. Cela va donner des assurances aux différentes parties prenantes du sérieux de la démarche. Je pense que c'est une loi qui est portée par la première institution du pays, par le président de la République, qui essaye de concrétiser la volonté politique de relancer les investissements, et ça met une pression sur les producteurs de loi, le ministère et les différentes parties prenantes. Je pense que c'est un très très bon début. Bien sûr, il y a d'autres lois qui doivent compléter, notamment la loi sur le foncier industriel, la mise en place de la nouvelle agence, étant donné que depuis pratiquement 2 ans et demi, les Wali ne signent plus, étant donné que l'ancien texte il était en amendement, donc c'est bloqué. Et aussi la loi sur le monnaie et les crédits pour un petit peu la réforme globale et en profondeur du marché financier et bancaire dans sa globalité, qui peut créer la dynamique aussi pour créer de nouveaux instruments de financement. Oui. De manière plus précise. Nous, on est dans la presse, on est très très coutumier de la vigilance entre l'écart qu'il y a entre la loi et les textes d'application. Exemple, la Constitution soumet au régime déclaratif la liberté de créer des médias, la loi aussi, mais elle va renvoyer au règlement. Et quand on va renvoyer au règlement, on va se rendre compte que de proche en proche, ça ne devient pas déclaratif, on doit passer par le ministère. Je vais poser une question par exemple pour le CNI ou pour le guichet unique. 2 progrès, vous les avez présentés comme des progrès la dernière fois. CNI qui ne s'occupe pas de donner les attributions des avantages, donc qui s'occupe que de la politique stratégique de l'investissement, et le guichet unique qui est décisionnel. Oui. Voilà. Est-ce que dans les textes d'application, il n'y a pas des petits pièges qui réintroduisent le biais réglementaire et l'autorité de l'exécutif? Non. Moi, ce que j'ai lu dans les textes d'application, ils ont répondu globalement aux attentes des opérateurs. Par exemple, si je prends la haute autorité qui est au niveau de la présidence de suivi des litiges, je ne sais pas comment on le dit en français, qui est constitué de magistrats et d'experts désignés. Elle a dans son fonctionnement, elle a arrêté le texte d'application. Les délais sont arrêtés de 15 jours à 15 jours, c'est-à-dire elle peut trancher un litige au bout de 1 mois ou une réclamation. Elle doit. Elle doit. Pas elle peut, elle doit. Elle doit. Donc les choses sont précises et la démarche elle est précise. C'est très important qu'elle soit précise, qu'elle ne soit pas comme ça ambiguë. Le guichet unique aussi, il y a eu beaucoup de précisions sur les responsabilités, sur les pouvoirs, sur aussi. Et ce qui est aussi plus rassurant, c'est que
on a beaucoup insisté pour mettre la plateforme numérique. Pourquoi la plateforme numérique? Elle est très importante. Parce qu'elle va digitaliser, elle va numériser beaucoup d'activités anciennes, c'est-à-dire bureaucratiques, qui nécessitaient les déplacements, qui nécessitaient du papier, qui nécessitaient des cachets. Et quand on est sur un système numérique, nous sommes sur de la transparence et de la traçabilité et des dates précises. Bien sûr, je ne pense pas que le 30 septembre, demain, qu'il y aura la plateforme complètement prête. Je pense que ça demandera beaucoup plus de développement. Mais je pense pour la symbolique, elle sera lancée demain. Elle aura peut-être des services qui sont déjà prêts. Mais je pense que ça demandera un peu plus de temps. Mais si cette plateforme, elle est faite selon les normes et les standards internationaux, c'est-à-dire où l'investisseur, non seulement il trouve tous les textes de loi, etc., mais il trouve aussi l'itinéraire, comme on dit chez les agriculteurs, l'itinéraire technique. Là, il va trouver l'itinéraire réglementaire, mais il est clair et chaque fois. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au cours de cet itinéraire réglementaire, les gens, enfin les responsables, les personnes habilitées à le gérer, ils savent qu'aujourd'hui, non seulement ils sont responsables intuités personnels, c'est-à-dire il ne peut pas dire c'est mon directeur central qui m'a dit, donc il est intuité personnel. Donc la deuxième nouveauté, c'est que moi, investisseur, je peux aller à la commission au niveau de la présidence et déposer plainte. Alors, mais ce n'était pas ça la requête de Hassan Khalifati il y a 4 mois. La requête, c'était pour la pénalisation des actes de blocage et la possibilité pour les porteurs de projets qui subissent des préjudices à cause des blocages, on en connaît beaucoup, de saisir la justice. Oui, mais là, on est revenu, on revient à la présidence. Oui, je suis d'accord avec toi parce que c'était. La meilleure façon, c'est de responsabiliser les institutions, et notamment la justice, et d'avoir des lois claires et définir les droits et les devoirs. Mais ça, on n'a pas obtenu. Je pense que peut-être c'est une étape qui va arriver. Mais attention, dans le discours politique de M. le Président de la République, pour la première fois, on a parlé de sanctionner pénalement les responsables qui bloquent. On en parle. Pour le moment, il les a sanctionnés visiblement, parce qu'il a expliqué lors de son discours, en enlevant 16 walis. On a compris que c'était surtout parce que c'était des walis qui ne délivraient pas trop. Mais je pense peut-être aussi la commission qui se trouve au niveau de la prison, étant donné qu'elle est constituée de magistrats et d'experts, elle peut peut-être faire des rapports contre des personnes qui sont récidivistes ou qui causent des préjudices et que peut-être elle pourra être la base de poursuites judiciaires futures pour les personnes dont on juge ou on a la preuve qu'ils ont bloqué l'investissement par une prise de décision ou la non-prise de décision aussi, parce que c'est un blocage. Non-prise de décision, c'est un blocage, ou une prise de décision contraire à la loi, c'est un blocage. Hassan Khalifati, pour être honnête, on est à l'invité du direct à Radio M. Est-ce qu'on n'a pas juste formalisé une pratique qui était informelle du temps de Abdelaziz Bouteflika et de son frère? On sait que les grands arbitrages sur les projets qui pouvaient bénéficier des avantages à la CNI, on a les frères Kouninef au port de Djenjen versus Rabrab au port de Bdjaya pour la trituration, pour prendre des grands projets structurants. Il y en a plein, le projet de l'aluminium aussi qui a été détourné, etc. Au-delà de 200 millions d'euros, l'arbitrage se faisait à la présidence de manière informelle. Est-ce que c'est pas finalement, on n'a pas formalisé cela, tout simplement? Non, je ne pense pas qu'on est dans le même schéma et dans la même ambiance. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, c'est vrai, peut-être ceux qui ont la décision ne veulent pas aller à une rupture brutale avec peut-être c'est une façon de. Mais on a déjà, je pense, de mon point de vue, on a déjà une belle avancée par rapport à ce qui préexistait. C'est une avancée, il faut la valoriser. On veut plus de pêche, on veut plus
Mais peut-être il y a des considérations que nous ne connaissons pas qui font que peut-être qu'il faut passer étape par étape. Mais aujourd'hui, je pense que le fait qu'on a eu 2 ou 3 mois après la promulgation, parce qu'il ne faut pas oublier, la loi sur les investissements a été promulguée, je pense, ou signée, à voter le 7 juillet. 2 mois après avoir les 7 textes d'application, je pense que c'est une bonne chose. Je ne vais pas dire que c'est le miracle, que c'est... normalement, ça doit être ça la règle. Normalement, ça doit être ça. C'est bien de le rappeler. Voilà. Parce que l'administration algérienne a pris le pli Aujourd'hui, par exemple, nous avons, je pense, la loi sur la santé qui a été votée en 2015, les textes d'application en 2022. Beaucoup de textes d'application ne sont pas, en place. Donc aujourd'hui, 2 mois, ça dénote d'une vraie volonté politique et d'une vraie démarche volontariste pour aller de l'avant. Après, qui peut le plus, peut le moins aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que on a la volonté politique, on a du concret, comme on dit, c'est des choses qui sont là. Il faut qu'on essaiera, avec la bonne volonté de toutes les parties, gouvernement, parce que maintenant c'est l'application qui va déterminer est-ce que ces textes vont avoir et les investisseurs pour remettre, parce qu'aujourd'hui nous avons quand même un problème de confiance. Il faut remettre la confiance. C'était au cœur du discours. L'administration elle-même avait l'impression, enfin dans le discours de Abdelmajid Tebboune, de ne pas faire confiance à la protection politique, parce qu'il y avait ce débat, vous avez peur de signer, on vient vous dire dans 2 mois, et on te demande le harrach. Oui, c'est-à-dire la confiance aujourd'hui, la confiance dans l'application des textes. Aujourd'hui, bien sûr, il y a le texte de la dépénalisation de l'acte de gestion qui doit être finalisé. Je pense, je crois que le président en a parlé. Il a dit un problème administratif doit rester administratif. Mais on aurait préféré avoir la loi. Voilà, mais la loi c'est encore mieux parce que ça mettra tout le monde à l'aise. Ça mettra même ceux qui sont chargés de l'application des textes, et ils sauront qu'ils sont protégés parce que ça reste comme on dit, dans l'application. Alors dans l'application, Hassan Khelifati, il y a quand même ce chaînon manquant qui est dans une certaine catégorie d'investissement, pas tous, peut-être pas dans les services, mais dans l'investissement industriel, est essentiel, on le sait, c'est le foncier industriel. Et l'agence n'est toujours pas. Oui, c'est ça, je pense que il y a une démarche qui a été adoptée depuis l'arrivée de Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, c'est que de spécialiser des agences dans le foncier industriel, le foncier touristique. Après, on peut même parler le foncier agricole saharien, le foncier des forêts, plusieurs agences. Et ça, c'est une très très bonne démarche si on arrive à faire quelque chose de cohérent, parce que les gens vont se spécialiser et se doter de ressources et de compétences et d'être les vis-à-vis des investisseurs et de discuter et de pouvoir et d'éviter les décisions de complaisance qui sont données par l'administration et qui bloquent à d'autres investisseurs l'accès à cette ressource et de développer l'investissement. D'ailleurs, il y a une friche industrielle importante. Voilà. Plus de 40 000 hectares. Oui, par exemple, aujourd'hui aussi, le foncier touristique baleinière, thermal, saharien, de forêt. Donc, tous ces fonciers, il faut qu'il y ait des gens spécialisés, on l'a demandé depuis des années, et des agences pérennes. Ce n'est pas à un wali de donner une concession. Il peut faire partie peut-être, c'est pas un problème, mais il faut qu'il y ait des agences où l'État, les agences bien sûr étatiques ou publiques comme ça se fait ailleurs, mais l'État concède, par exemple, je dirais le foncier touristique de Razawat jusqu'à Annaba, il faut qu'elle soit concédée à une agence nationale, et c'est elle qui fait les master plans, et c'est elle qui discute avec l'investisseur. C'est elle qui dit, elle aura ses ingénieurs, ses aménagers, ses architectes, ses financiers, et elle saura dire, ouais, vous êtes un investisseur qui va porter le projet, ou vous voulez juste avoir un document pour aller le monnayer, ou vous êtes... Comme cela est arrivé malheureusement très souvent. Hassan Khelifati, on a fait un numéro du Café des experts économiques avec comme question, les investisseurs sont-ils de retour?
C'était la question qu'on se posait. Parce que ça, ce qu'on est en train d'aborder, c'est le cadre législatif et réglementaire avec les textes d'application. Mais on le sait, vous êtes investisseur et chef d'entreprise, la décision finale, c'est les porteurs de projets. Est-ce qu'ils ont le moral pour y aller ou est-ce qu'ils ne l'ont pas? Écoute, il faut être pragmatique. Les textes, ça fait une ou deux semaines qu'ils sont sortis. Nous sommes dans une phase... Pas seulement le texte, le contexte général. Voilà, les signaux qui viennent, voilà. On va s'éloigner un peu du texte. On est dans une phase de sortie de Corona, deux crises majeures, enfin une crise majeure internationale. C'est maintenant que les gens commencent à sortir. Nous sommes sur une crise internationale avec ce qui se passe... C'est-à-dire ces deux crises qui se sont superposées. Bien sûr... On a quitté la séquence où moi je croisais des chefs d'entreprise il y a une année et demie, ils étaient en train de faire la valise. Beaucoup d'entre eux. C'était choquant. Hein, enfin, oui, bien sûr. On a fini avec cette période? Je pense que ça commence à s'estomper. Bon, les gens, mais il faut être honnête, hein, les gens sont en train d'observer. Hein, ils laissent, ils voient qui saute le premier et qu'est-ce qui va se passer. Bon, il ne faut pas... Mais bien sûr, maintenant, le contexte est là. Qui saute le premier où? Dans la piscine. D'accord. On parle des prises de décision d'investissement. D'accord. C'est pas sauter du poste de responsabilité. Non, je parlais des investisseurs. J'ai dit les investisseurs sont en train d'observer la scène parce qu'ils savent que il faut... C'est pour ça que j'ai dit il faut que la confiance revienne, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, bien sûr, mais c'est naturel et c'est humain. C'est humain. Et aussi, ils croient avec du concret, belmelmous. C'est pour ça ils savent que les textes aujourd'hui sont très, très favorables à l'investissement, parce que nous y avons aussi les chefs d'entreprise à travers leur représentation. Ils ont contribué, surtout le texte de fondateur ou le texte de la loi sur les investissements. Beaucoup d'associations, ils ont contribué d'une manière ou d'une autre par des propositions. Mais ils savent aussi que, c'est pour ça, nous, enfin, l'idéal pour nous, pour l'Algérie, parce que nous regardons ce qui se passe ailleurs, c'est que les textes, il faut qu'il y ait les textes avec l'administration, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait... Parce que si moi je suis investisseur et que la loi m'autorise à faire telle chose, ce n'est pas une décision d'une association de banquiers ou une décision d'une administration qui ne veut pas appliquer la loi qui pourra me faire du tort. Le Melmous, ça nous fait penser, Hassan Khlifati, dans l'actualité, à l'ouverture aujourd'hui du Salon international. C'est la dernière question sur le global. On va venir au secteur qui concerne Alliance, donc celui de l'assurance. Le Salon international, Salon d'Alger, de l'investissement, du tourisme, pardon. Et le Melmous, c'est aussi l'hôtel Liberté qui est fermé à Oran. Trois hôtels, une maison d'hôtes, la maison de Yves Saint-Laurent. Mohamed Affan, on pensait, on a l'impression, l'investisseur, chef d'entreprise, qui a lancé tout cela, mécène culturel, il a un théâtre, la Fourmi, etc. C'est ça aussi, c'est des indicateurs qui montrent que, en fait, l'investisseur n'est jamais protégé, parce que là, on a quand même beaucoup le sentiment qu'on est dans l'arbitraire. Je ne connais pas l'affaire, je ne peux pas la commenter, mais c'est ça, aujourd'hui... ce que nous souhaitons, c'est que justement on sort de la décision administrative et qu'on ait les moyens de défendre l'entreprise avec des moyens clairs de justice, c'est-à-dire dans un fonctionnement institutionnel normalisé et pérenne. Alors il y a des amis qui avaient célébré l'arrivée de quelqu'un qui connaît bien le secteur de la presse à la tête de la communication et de l'information il y a 2 ans. Je ne vais pas citer le nom du ministre, Malangris de Fourché. Est-ce que l'arrivée de Brahim Ksali, qui connaît bien le secteur de l'assurance, à la tête du ministère des Finances, est une bonne nouvelle pour le secteur? D'abord, oui, bien sûr, nous nous félicitons de l'arrivée de M. Kissali, parce qu'il a été aussi notre président à l'UR pendant presque 10 ans. Hein. Il a été aussi d'un grand apport pour un petit peu porter avec nous la voix des assureurs. Bon, aujourd'hui, ça peut-être nous aider à faire avancer notre plaidoirie pour les réformes du secteur.
On a eu l'occasion d'en parler avec les collègues et même avec Monsieur le ministre, et même en tant que SG il y a quelques mois. Il partage toujours cette vision d'aller de l'avant. J'espère qu'on aura les moyens avec lui, avec aussi la bonne nouvelle, c'est aussi que la commission de supervision a été nommée et publiée le 31 juillet 2022 dans le journal officiel, donc elle devient officielle. Il y a pas mal d'actions sur lesquelles on était déjà en discussion en tant qu'union, notamment de remettre sur la table l'application stricte de certains protocoles d'accord multilatéral du secteur. Aussi le problème des créances, le problème de la gestion des mutualités qui sortent un peu de leur spécialité. Il y a la réforme de la loi 95-07. Enfin, toutes les vulnérabilités qui font que le secteur de l'assurance couvre un risque systémique depuis très longtemps. Non seulement il couvre un risque systémique, mais aussi, c'est simple, il n'y a que les chiffres qui peuvent nous montrer la réalité. Aujourd'hui, l'Algérie en fait $1 milliard de chiffre d'affaires, bon, plus ou moins quelque chose, avec 45 millions d'habitants, avec un PIB qui fait à peu près 3 fois et demi celui de la Tunisie. Nous avons 3 fois plus de population. La Tunisie fait le même chiffre, $1 milliard, 976 millions d'euros. Enfin, oui, donc c'est $1 milliard. Donc ça dénote que nous avons un potentiel 4 ou 5 fois plus, sinon 7 fois plus. Mais si on ne prend pas les décisions, vraiment les décisions, et de dire voilà, étape, première décision, deuxième décision, troisième décision, quatrième décision, on va rester dans cette léthargie. Enfin, c'est plus la léthargie, puisque vous m'avez dit en avance, en préparation de cette émission, qu'il y a aussi un autre indicateur qui montre qu'on est mal, entre guillemets, parce que la dynamique, en principe, doit être portée par le secteur privé, le nouveau entrant depuis une vingtaine d'années, et la part du secteur privé, elle est en train de baisser. Oui. Si on regarde, et nous l'avons observé sur plusieurs années. Aujourd'hui, la part du secteur privé, elle était déjà affaiblie il y a certaines années par tout le dumping, la discrimination, la fuite en avant qu'il y a eu dans le secteur. Mais ce que nous remarquons ces 3 dernières années, et notamment depuis 2019, après les arrestations, il y a eu une lame de fond de fuite d'assurés publics vers le public et délaisser le privé. Oui, il y a une lame de fond qui s'est passée. Et aujourd'hui, si nous regardons les chiffres, nous sommes passés de 24% en 2018. Là, nous sommes à 21%, nous risquons de finir l'année à 20%, c'est-à-dire on a perdu de part de marché. 4 points de part de marché alors que le marché a augmenté. Donc c'est quand même, c'est très inquiétant, c'est très très inquiétant. Tout ça corrélé à l'absence de réformes et de décisions claires pour mettre un petit peu, je dirais, un arrêt à l'anarchie et à la concurrence déloyale, le dumping, la discrimination, le dépassement des périmètres et tout ça, ça n'augure pas de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'on laisse un peu de temps à Monsieur le ministre avec Monsieur le DGT qui vient d'arriver pratiquement en 2022 sur le secteur. Et nous avons beaucoup d'espoir que nous pouvons faire avancer les choses plus rapidement parce que l'avantage, c'est que nous savons ce qu'il faut faire et nous avons les outils pour l'essentiel qu'on ait une autorité qui nous aide à appliquer ces décisions. Je n'ai pas envie de baisser votre morale. Nous savons ce qu'il faut faire, ça, nous le savons depuis très très longtemps. Je parle du secteur des assurances. D'accord. Bien entendu. Alors, autre critère de, malheureusement, vulnérabilité, c'est le mouvement, c'est l'inflation, qui est mondiale, mais qui nous touche ici aussi, et qui rend, j'imagine, un peu la sinistralité chez vous plus compliquée, plus coûteuse.
Oui, l'inflation, c'est un problème majeur qui nous pénalise. Enfin, aujourd'hui, les assureurs, et notamment privés, ils subissent beaucoup de contre-coups. D'abord, comme j'ai dit, la concurrence déloyale, la discrimination, le cassage, le dumping, ce qui fait qu'ils captent moins de ressources. Ils captent moins de ressources, mais aussi ils restent et ils doivent payer plus. Ils doivent payer plus pour la sinistralité. Et ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, on a encore une autre peine, c'est l'inflation internationale et la diminution ou les restrictions sur les importations qui a encore fait que le prix il a doublement augmenté. Je vais vous donner un exemple. Je discutais avec notre partenaire qui s'occupe des changements de pare-brise pour nos clients. Il est venu me voir, il m'a dit, écoutez monsieur, on risque d'arrêter l'activité avec vous momentanément parce que les prix des pare-brises ont été multipliés par 3, par 4. Et en plus, on ne trouve pas sur le marché. Tous les réparateurs de pare-brise aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont pas assez de pare-brise pour certaines marques. La réponse à cela, c'est l'ajustement de la prime. Ça doit être l'ajustement de la prime. Ça doit être l'ajustement de la prime, bien sûr, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a une pénurie. C'est pas le problème de la prime. Il y a une pénurie sur le marché. Le pare-brise. Mais globalement, pour la Non, bien sûr. Aujourd'hui, on a fait une étude en interne sur la prime RC automobile, par exemple, la branche automobile. Nous nous sommes rendus compte qu'on a, sur 5 ans, on a collecté pour 100 dinars et on a payé 400 dinars pour de sinistralité en RC automobile. 300% de plus. 300%, alors que, et nous le disons depuis longtemps, si on regarde, on parle toujours de nos amis frères tunisiens, la RC automobile pour la même voiture en Algérie, elle est moins à 1500 dinars, elle est en Tunisie, elle est à 20 000 dinars. Donc et ce que nous essayons de dire aussi aux autorités publiques, que l'assurance est un produit économique, ce n'est pas un produit social. Si quelqu'un a un capital, il faut qu'il le protège. Pour le protéger, nous sommes sur des modèles actuariels et des algorithmes. C'est-à-dire, il y a une mutualité, on calcule et le prix qu'il doit payer, il est calculé par des scientifiques. C'est pas le manager qui se réveille, il va dire voilà, aujourd'hui c'est tel prix. Mais comme les prix sont réglementés sous l'autorité publique de la direction des assurances, ne nous aide pas à prendre la décision rapidement alors qu'on a la preuve en tant que secteur ou en tant que compagnie. Hein. Alors qu'est-ce qui aurait pu, pour réduire de cette, on va dire, de cette évolution des risques systémiques, parce que bon, on sait que ce n'est pas soutenable, hein, on en a déjà parlé dans cette émission, est-ce que ce n'est pas l'extension à l'assurance de nouveaux risques? Et déjà les nouveaux risques, bon, dans le marché traditionnel, bon, on sait que l'automobile, les immatriculations sont toujours bloquées. Enfin, d'ailleurs, ça fait, quand on parlait tout à l'heure de l'investissement et de l'ouverture, etc., et de l'accélération, c'est quand même un indicateur de maintien du blocage. Et ça, ce n'est pas les Wally, hein, ça se passe au niveau du gouvernement. Il y a le marché des motos. Est-ce que n'est pas un marché sur lequel on peut, des assureurs, notamment privés, peuvent se faire, parce que c'est en train d'émerger? Je vais citer d'autres. Le risque industriel, évidemment, c'est le gros morceau, mais pour rester dans l'IRD. Le marché des motos, étant donné que c'est un sujet d'actualité, étant donné qu'il y a aujourd'hui, on a vu la police, les services de sécurité sont en train de mener une campagne de sensibilisation et de... Le marché des motos, il est aujourd'hui, il demande une vraie prise en charge, mais il ne faut pas coller la problématique aux assureurs. Les assureurs, c'est le dernier maillon de la chaîne, parce que nous avons une problématique transversale qui implique plusieurs ministères, le ministère du Transport, l'Intérieur, la Justice, les Finances et tout ça. Pourquoi? Parce que ce que nous avons remarqué, il y a une anarchie. D'abord, nous avons le plus grande fréquence d'accidents sont chez les motos. Nous avons un principe en Algérie, c'est le principe de no fault en cas d'accident corporel. C'est-à-dire no fault, responsable ou non responsable, il doit être indemnisé.
Ce n'est pas comme la dommage. C'est le no-faute qui a été adopté dans les années 70. Le troisième point, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons 99% des motocyclistes ne mettent pas le casque, ne respectent pas le code de la route. Dans tous les cas de figure, s'il fait un accident, vous devez l'indemniser lui ou les dégâts qu'il va faire. Cinquièmement, le taux de RC. Aujourd'hui, moi je ne comprends pas. On précise, RC c'est responsabilité. La responsabilité civile, le taux de RC. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Quelqu'un qui peut se permettre d'acheter une moto à 1 million de dinars, ou 500 000 dinars, ou 700 000, ou 2 millions de dinars. Il y a des motos qui font, je crois, 4 ou 5 millions de dinars. Et il vous dit, voilà, vous faites une RC à 1500 dinars, et 600 dinars, et 400 dinars. Est-ce que c'est normal? Et s'il vous ramène un dégât, c'est à partir de 600 000 et 1 million et plus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, c'est un risque que vous refusez d'assurer. Bien sûr, c'est qu'on n'aime pas. Clairement, qu'on n'aime pas. On est obligé de l'assurer. Mais par exemple, là, il y a l'un de vos collègues, il a posé la question pourquoi les gens refusent la touriste. C'est normal, on refuse l'assureur peut refuser la touriste parce que la touriste, on ne peut pas assurer un objet qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de carte grise, qui n'a pas de. On conduit la moto sans permis de conduire. Et donc en fait, ce qui aurait pu être une opportunité, le développement émergent de ce marché des deux roues, oui, n'est pas pour vous, assureur, forcément une opportunité, c'est peut-être même l'inverse. Non, c'est l'inverse, c'est un risque. C'est un risque sûr en plus. Mais ce que je veux dire par là à l'autorité publique qui décide sur ce volet, notamment je parle de la direction des assurances, on ne peut pas faire de l'assurance avec des prix au rabais. L'assurance est un équilibre entre les primes et les sinistres. Si on ne met pas cette équation sur la table, on ne peut pas dire aujourd'hui, obliger un assureur public ou privé de lui dire, voilà, fait des assurances à 1000 dinars et assume des sinistres à 1 million de dinars. Et que celui qui achète l'objet accepte de le payer 1 million, 1,5 million de dinars, mais n'accepte pas de payer 10 000 ou 20 000 dinars par année pour la protection, sa protection personnelle, la protection de son capital, ou la protection de sa maison, ou la protection de son usine. On a fait des propositions, parce que tout le temps, celui qui décide en dernier ressort, il décide à la place de celui qui est confronté au terrain et qui a les vrais chiffres. Mais maintenant, avec le ministre que vous avez, vous avez quelqu'un qui connaît le terrain et oui, qui a plus de chances qu'il joue son rôle de régulateur. Inch'Allah. Cet équilibre entre primes et indemnités à régler, oui, il est rompu depuis un long moment. Oui, et c'est les provisions qui sont l'équilibre, qui tentent de rétablir l'équilibre. Et on sait qu'on est dans une zone rouge pour énormément d'acteurs. Et ça ne peut pas continuer. Le défaut de paiement, on est les premiers à risquer de le subir, ce sont évidemment les assurés. On va arriver sur la fin de ce charmant entretien, Hassan Khelifati. La dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez en train de préparer la 33e conférence du GAIF, donc l'espace des assureurs arabes. Ça s'était déroulé à Oran au début du mois de juin dernier. C'était un événement auquel Maghreb Émergent a assisté. Nous l'avions couvert. Il était extrêmement intéressant. Comment on peut le débriefer? Comment il retentit sur le marché en Algérie? Et les acteurs, évidemment. Avant de parler de ça, Hassan, parce qu'il y a un problème, un point aussi important qui est aujourd'hui lourd à porter, c'est le poids des créances et de la vente à terme qui devient de plus en plus lourde, et que le secteur essaye de trouver des solutions avec, bien sûr, l'autorité publique pour qu'on essaye d'obliger tout le monde et de changer certains termes de loi pour que ça devienne réellement interdit de faire ce jeu de donner des crédits sur l'assurance, alors que dans le monde entier, le principe de l'assurance, no pay, no cash. No cash, no cover. Si vous ne payez pas, vous n'êtes pas couvert. Maintenant, pour revenir au GAIF, d'abord, ça a marqué le retour de l'Algérie sur la scène internationale de l'organisation des grands événements international. Ça a précédé les Jeux méditerranéens, c'était à Oran, c'était un bel événement, une belle réussite pour l'Algérie, pour le secteur des assurances, pour notre pays, pour l'image de notre pays.
Ça nous a aidé aussi juste après à aller défendre le dossier de l'Algérie à Nairobi, l'OA, parce qu'ils ont suivi. L'OA, l'Organisation africaine des assurances, bien que c'était programmé, mais la dernière décision a été prise lors de l'Assemblée générale de Nairobi le mois de juin 2022. Pour les acteurs, ça a nous avons reçu 800 étrangers, nous les avons hébergés, nous les avons logés, nous les avons transportés, leur avons fait découvrir notre pays, notre culture, des animations culturelles, artistiques, touristiques. Il y a eu beaucoup d'échanges de B2B. Nos cadres qui ont participé, il y a eu plus de 500 cadres algériens qui ont participé, qui ont pu se confronter au niveau international, des conférences de haute valeur, il y a eu beaucoup d'interventions aussi à travers en téléconférence. En téléconférence. Donc sur ce volet, je pense que nous avons atteint notre objectif. Maintenant, est-ce que des business se sont noués ou des contacts de business se sont noués? Non, bien sûr. Non, ça se noue toujours parce qu'il y a des nouveaux réassureurs qui viennent de marché international, qui contactent, étant donné que toutes les compagnies, elles avaient leur stand, même les réassureurs internationaux, ils ont loué des espaces, il y a eu des agendas pleins, il y a eu, je pense, plus de 4000 networking rendez-vous, c'est-à-dire le plein, ils ont fait le plein, c'est-à-dire le one-to-one. Donc, alors sur le plan du contenu, moi j'ai couvert donc, cette conférence, et moi j'aurais été un acteur du secteur en Algérie, j'aurais eu peur parce qu'on a le sentiment qu'on est au seuil d'une grande transformation des métiers de l'assurance, avec l'entrée de nouveaux acteurs qui vont assurer de nouveaux risques, avec de nouveaux systèmes. Je crois que c'est Hakim Soufi dans son intervention, donc le patron de Masservi, qui nous a fait peur en disant que même les constructeurs automobiles, Google demain peut devenir un assureur. Amazon, etc. Parce que la façon de traiter le risque, de l'évaluer et de le couvrir va évoluer. Ça va tarder à nous toucher, ça nous passe au-dessus de la tête? Non, ça ne va pas nous passer. Nous faisons partie d'un marché mondial. Nous serons impactés un jour à un autre. Aujourd'hui, même la voiture électrique, même la voiture sans chauffeur, on se pose des questions. Qui sera responsable puisqu'il n'y aura pas de chauffeur, il n'y aura pas qui on va responsable? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est celui qui l'a conduit? Est-ce que c'est l'ordinateur? Donc c'est des problématiques. Mais je pense que avec le temps, peut-être ça va prendre le temps, mais ça va arriver. Ça va arriver chez nous. Et donc ça a servi à s'éveiller, à sensibiliser, à faire réveiller les participants et nos cadres, pour s'ouvrir sur le monde et voir ceux comme l'histoire de la pandémie mondiale. C'était l'autre grand volet, effectivement. Et c'est un sujet qui est toujours au niveau international et qui n'est pas encore tranché. Parce qu'il peut y avoir une nouvelle pandémie aujourd'hui. Et on a des risques anciens qu'on avait oubliés, ce sont les risques de guerre. Voilà, les risques de guerre aujourd'hui avec ce qui se passe en Europe centrale. Par rapport aussi, je voulais revenir avant que je n'oublie, après le GAFE, quand j'ai dit ça nous a aidé aussi à rehausser l'image de l'Algérie, parce que quand on a été en délégation à Nairobi, nous avons été beaucoup félicités par nos amis africains. Et ils comptent beaucoup, parce que là, l'Algérie a été désignée pour la 49e conférence de l'Organisation africaine des assurances, qui est devenue une organisation internationale. Donc, et là, nous avons qui va se tenir à Alger en 2023, du 28 au 31 mai à Al-Warassi. Nous attendons minimum 1500 participants internationaux, voire 2000. C'est l'un des plus grands événements de l'année 2023 dans le secteur des assurances. Et je pense que c'est un nouveau défi pour le marché algérien des assurances. Et je pense qu'il va non seulement rehausser l'image de l'Algérie,
Mais aussi la thématique, sur l'une des thématiques, je pense qu'elle va être tranchée le 2 à Lomé dans 3 jours. Il y a la rencontre de Lomé sur la réassurance. Mais moi, je suis sur une autre mission, sur Sharm el-Sheikh, pour aussi, nous pensons signer. Et donc, on doit signer un partenariat avec nos amis égyptiens, enfin l'association égyptienne des assureurs. Les deux associations, on est en train de négocier pour signer un mémorandum d'entraide entre les deux associations. Normalement, ça va se concrétiser à Sharm el-Sheikh dans la semaine prochaine. D'accord, d'accord. Donc c'est un agenda de business et d'activités très chargé. Mais ce que nous, on doit cocher, c'est le 28-31 mai 2023, 49e conférence de l'OAA à l'hôtel Horace en Algérie, un peu dans la continuité de ce que nous avons vécu à Oran au mois de juin dernier. Hassan Khelifati, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'actualité du secteur et puis de nous avoir donné vos éclairages aussi et votre avis, vos opinions sur l'évolution du climat des affaires, notamment à travers le cadre institutionnel de l'investissement. Merci. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci nos amis auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours suivre nos contenus sur les deux plateformes d'information, radio1.net et maghrebemergent.net. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, la chaîne de Radio 1. À comme ça. Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.